Cuba Media. Collège de Nsamboro. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cuba Media. Aujourd'hui, la classe de 3e prépa métier reçoit M. Komboali, professeur d'histoire-géographie au collège de Nsamboro et apiculteur professionnel. Monsieur Komboali, bonjour. Bonjour. Pourquoi avez-vous choisi de devenir apiculteur? C'est une activité qui est venue comme ça, parce qu'à la base, en fait, par rapport à mon projet agricole, qui n'est pas axé uniquement sur l'apiculture, on était au tout début dans l'idée de produire des fruits et légumes. Donc, sauf que dans notre parcelle, à notre arrivée, on avait vu pas mal de colonies d'abeilles sauvages qui étaient déjà présentes dans la parcelle. Donc, et nous, au fur et à mesure qu'on plantait, on se posait des questions sur ces colonies d'abeilles-là parce que tout simplement, l'image de l'abeille à Mayotte n'est pas vraiment clean, étant donné qu'elle est souvent assimilée à une espèce qui est dangereuse. Donc, sauf qu'à un moment donné, on s'était dit que finalement, pour avoir beaucoup de fruits, c'est avec les abeilles qu'on peut obtenir ça en termes de résultats. Puisque ce sont les abeilles qui pollinisent quasiment toutes les plantes qui sont disponibles sur cette terre. Donc, à partir de là, nous est venue l'idée de multiplier les colonies d'abeilles dans notre parcelle. Donc, ensuite, un jour, on était là avec un ami qui n'est pas de Mayotte. Donc, il est venu comme ça. Donc, et c'était la fois où on avait reçu toutes nos combinaisons, donc nos matériels professionnels pour faire de l'apiculture. Donc, ce jour-là, il y avait un frère qui était là et qui nous disait qu'il allait récolter du miel dans les colonies sauvages qui étaient sur la parcelle. Donc, à son retour, donc il est parti, et à son retour, il revient avec des rayons à miel, donc des rayons qui étaient pleins de miel déjà prêt à être consommé. Donc, quand on s'était mis à consommer ce miel-là, donc ça nous a fait du coup revenir sur quelques années, plusieurs années, quasiment sur notre enfance, donc notre adolescence. Et là, on a constaté que ce miel-là, donc on avait perdu de vue, ce miel-là était autre chose comparé à ce qu'on avait comme miel dans les supermarchés et ailleurs. On était étonnés par le goût exceptionnel de ce miel. Et à partir de là, on s'était dit, il va peut-être falloir faire quelque chose avec ce miel. D'autant plus que l'ami, qui n'est pas mahorais, donc j'ai bien fait d'évoquer cet ami-là parce qu'il n'est pas mahorais. Quand il a goûté ça, par rapport à son retour, il disait que ce miel, lui, de toute sa vie, il a consommé du miel, mais jamais il n'est tombé sur un goût comme le nôtre. Donc, et tout ça, à un moment donné, on s'était mis à nous regarder comme ça. Et là, nous est venue l'idée de faire l'apiculture dans le but de faire connaître ce miel au grand public consommateur du miel. Parce qu'on s'était dit que ce miel-là, on ne l'a pas ailleurs. Donc l'idée est venue comme ça. Et puis après, on s'est dit, il va falloir se lancer. Donc au début, on voulait juste avoir des abeilles en fait dans le site. Mais avec ce qu'on avait découvert au niveau goût, ce jour-là, on s'est dit, il va falloir faire quelque chose par rapport à ce miel. Et quelles études ou formations sont nécessaires pour ce métier? Il n'y a pas besoin d'études particulières. Donc, pour devenir apiculteur, il faut se former en apiculture. Donc, il y a des formations à faire. Donc, pour l'abeille de Mayotte, il faut des formations spécifiques parce que notre abeille n'agit pas forcément comme les autres abeilles qui sont ailleurs. Donc, et puis après, là où les études longues sont importantes, parce que il ne faut pas se dire que les études ne sont pas bien, parce qu'elles sont longues. Donc là où elles nous ont toujours été d'une très bonne utilité, et que quand on étudie, comme moi, de formation, j'ai fait de la géographie, aménagement du territoire, développement, culture et environnement. Donc
à travers ma formation géographique, en fait, cette formation m'a permis de comprendre comment fonctionne le monde. Vous voyez? Donc, dans le fait de comprendre le monde, ça m'a permis de poser une vision dans ce que je fais comme projet agricole. Une vision qui me permet de voir où est-ce que je dois aller. Donc, jusqu'où, qui me permet de me fixer des objectifs pour pouvoir mieux me positionner par rapport à mes produits et mieux m'insérer m'intégrer dans le système d'échange local et mondial. Donc, voilà quoi. Donc, après, je veux revenir sur ça, pour devenir apiculteur, il faut se former. Donc, il y a des structures qui sont là pour accompagner ceux qui s'intéressent à cette activité. Moi-même, ma structure peut accompagner tous ceux qui veulent s'intéresser à l'activité. Donc, on en a déjà formé pas mal des passionnés, des volontaires et passionnés. Quelles qualités ou compétences sont importantes pour être un bon apiculteur? La première chose, c'est la passion, être passionné. Passionné, parce que ça demande beaucoup de temps, l'apiculture à Mayotte. Ailleurs, selon les dires des gens, paraît-il, on a des espèces d'abeilles qui ne sont pas du tout agressives, donc qui sont faciles à manier, et les gens n'ont pas forcément besoin de mettre des combinaisons pour pouvoir les travailler. Tandis qu'à Mayotte, on a des abeilles qui sont agressives, qui n'ont pas l'habitude d'être mises en ruche. Il faut de la patience. Je vais peut-être rester sur 2 mots. Il faut de la patience à Mayotte. Il faut être passionné. Et de la passion aussi. Vous êtes patient parce qu'à Mayotte, ce n'est pas parce que vous avez une ruche ou 2 ruches que vous allez avoir beaucoup de miel. Vous allez avoir du miel. Et être passionné tout simplement parce qu'à Mayotte, on a une espèce d'abeille qui ne produit pas beaucoup de miel dans sa ruche. À titre d'information, ailleurs, à la récolte, dans une ruche, un apiculteur peut sortir entre 40 et 60 kilos de miel. Tandis qu'à Mayotte, on est limité entre 1 kilo et 4 à 5 kilos maximum par récolte dans une ruche. Donc c'est très peu, l'écart il est vraiment énorme. Du coup, nous, on s'est dit, donc nous, membres du projet, de notre projet Combo Coco, on s'est dit, pour contourner cette contrainte, cette première contrainte, il va falloir multiplier nos ruches. Du coup, ça nous a poussé à aller jusqu'à aujourd'hui, on est, à 20 kilos, on était à plus de 100 ruches, on était entre 120 et 130 ruches à peu près. Avec le passage du kilo, on est redescendu à une 60aine de ruches. Donc, tout ça pour contourner le fait que notre abeille ne produit pas beaucoup de miel. Vous voyez, je pense à travers ça, vous êtes en capacité de comprendre toute l'énergie qu'il faut mettre pour avoir du miel. Pour avoir ça, c'est beaucoup de travail. Donc, si on n'est pas passionné, si on est nonchalant, ça ne peut pas marcher. Parce qu'avant nous, il y a eu beaucoup de gens qui ont tenté de travailler l'apiculture à Mayotte. À un moment donné, ils ont abandonné. Et nous, quand on s'est mis à vendre pour la première fois il y a 4 ans, tout le monde est venu nous demander comment nous, on a fait pour avoir ce miel. Les 500 grammes dans un pot, du miel dans un pot de 500 grammes. Donc, tout ça parce qu'on s'est dit que la première contrainte, pour la contourner, il faut multiplier les ruches. Et tout ça, s'il faut aller au sud, nous, on y allait. Jusqu'à aujourd'hui, moi, je vais au sud pour des abeilles. Je suis déjà au nord. Et je fais le tour de Mayotte pour des abeilles. Moi et mes collègues. Donc, les 2 qualités, c'est la patience, parce que vous n'allez pas avoir du miel tout de suite, et puis être passionné, parce qu'il va falloir vraiment mettre son cœur. Oh là, j'ai l'habitude. Il va falloir vraiment mettre son cœur dans ce qu'on a à faire. Quelles sont les principales étapes pour produire du miel à la ruche au pot? Donc, pour produire du miel, ou bien pour obtenir du miel dans une ruche, c'est très simple. Donc, il faut commencer par trouver une colonie d'abeilles, donc, et puis la mettre dans une ruche. Ensuite, une fois dans la ruche, il faut avoir des fleurs et du nectar. Nous, je vous ai dit tout à l'heure,
qu'à la base, on était parti d'un projet fruitier et un projet axé sur le maraîchage. Donc, on avait commencé déjà à planter beaucoup de cocotiers, parce qu'on a une cocoterie, donc c'est beaucoup de cocotiers. Du coup, ce qui permet à nos abeilles aujourd'hui d'avoir et du nectar et beaucoup de pollen. Et le fait que les abeilles aient tout ça, ça leur permet, déjà ça leur empêche d'aller trop loin pour trouver du nectar et du pollen, et puis ça leur permet de produire du miel. Donc, si ces conditions, l'environnement autour de vos ruches, les conditions sont là, et puis après, une fois vous avez posé la ruche dans la parcelle, il faut surveiller la floraison. La floraison, c'est quand les plantes donnent des fleurs, vous êtes là à surveiller la nature. En fait, c'est un apprentissage de la nature tout le temps, quoi. Donc, vous êtes là, vous observez la nature. Dès qu'il y a des fleurs qui apparaissent, vous dites, il va falloir, quand les fleurs commencent à faner, donc à sécher, et quand on voit apparaître les premiers fruits, il va falloir vérifier si les abeilles, avec les fleurs et le nectar qu'elles ont obtenu, elles ont produit du miel ou non. Donc, vous ouvrez vos ruches, vous regardez s'il y a du miel en réserve ou non. Donc, et puis, si par hasard vous arrivez que vous voyez du miel qui sont bons, qui sont prêts à être récoltés, du miel qui est prêt à être récolté, donc vous faites votre récolte. Et nous, à la récolte, on amène une glacière ou des glacières. Pourquoi? Parce que un miel, c'est un produit qui est très sensible à l'humidité. En fonction de ce qu'il y a autour, donc le miel va l'aspirer. Okay? Donc si l'environnement est humide, si autour c'est très humide et que le miel, vous prenez dans votre ruche, donc vous la récoltez et que vous le laissez en plein air, au bout de quelques secondes, il est capable d'aspirer tout ce qui est humidité autour et ça va tout simplement augmenter le taux d'humidité de votre miel, ce qui va renforcer, donc ce qui va accélérer la détérioration du miel. Okay. Nous, on se déplace avec des glacières. Dès qu'on récolte dans une ruche, on fait de la récolte dans une ruche, on prend les rayons à miel, on les met dans notre glacière. Donc, on les met dans notre glacière et puis on ferme, on s'assure de bien fermer la glacière. Et puis, une fois qu'on a fini notre récolte, on va chez nous, on a un lieu donc qui est notre miellerie et c'est là qu'on va préparer le miel. Donc, et dans cette miellerie, on a un pressoir à miel. Donc, on va prendre les rayons, on va les mettre dans le pressoir et on va presser. Donc, et ensuite, on va récupérer le miel dans ce qu'on appelle, dans un récipient qu'on va appeler maturateur. Et avant que le miel arrive dans ce récipient, on a des filtres. On a 2-3 filtres. Donc, et le rôle de ce filtre, c'est d'empêcher tous les déchets. Donc, d'empêcher tous les déchets d'arriver dans le maturateur. Donc, une fois dans le maturateur, on va fermer parce que c'est une couvercle aussi. On ferme le maturateur. Après, on peut le laisser là pendant 1 an, 2 ans, 6 mois. Donc, une fois fermé, donc c'est étanche. Donc, même l'air ne peut pas y entrer. Du coup, ça va rester là pendant quelques semaines, quelques mois, même 1 an, voire plus. Et quand, après, on prévoit de commercialiser, c'est là donc, qu'on y va avec nos bocaux. Donc, on met dans les bocaux. Donc, et puis, à la fin, on a ça, ce miel, ce que vous avez ici. Combien de temps faut-il pour que les abeilles produisent du miel? Combien de temps? Donc, après, ça dépend des colonies, en fait. Donc, normalement, avec certaines colonies, si elles sont grandes, il suffit qu'il y ait toutes les conditions soient réunies pour
pour qu'on ait du miel dans la ruche. Donc, quand je dis les conditions, il faut qu'il y ait des fleurs et du nectar. Vous voyez? Donc, si une colonie est grande, naturellement, on a tendance à avoir du miel plus rapidement que si une colonie est petite. Après, c'est très aléatoire aussi, parce que des fois, on a constaté ça dans nos ruchers. On a 2 ruches qui sont côte à côte. Et quand on vérifie pour voir s'il y a du miel ou non, on constate que dans une ruche, il y a du miel et que dans l'autre, il n'y en a pas forcément. Donc, c'est très aléatoire. Et puis, pour les abeilles de Mayotte, parce que moi, encore une fois, c'est ça, notre abeille qui est endémique, qui est une abeille de Mayotte, okay? La petite abeille noire de Mayotte, pour cette abeille-là, elle n'a pas l'obligation de faire du miel. Je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que c'est une abeille, dans son environnement, a du nectar et des pollens toute l'année. Ok? Notre abeille, si elle va dans la nature, elle trouve de quoi manger. Vous comprenez? Et normalement, une abeille ou une colonie d'abeilles produit du miel pour surmonter les périodes les plus rudes, les mauvaises périodes. À Mayotte, on est censé avoir beaucoup de miel, de réserve du miel dans une ruche pendant les saisons pluvieuses. Et je pense que vous avez constaté vous-même qu'avec le temps, la pluie se raréfie à Mayotte. On a du soleil tout le temps. Moi, je me souviens, il y a quelques années, je pense que M. Alissanda peut se souvenir de ça aussi, peut le confirmer aussi. Il y a quelques années, on arrivait à bien distinguer la saison pluvieuse avec la saison sèche. Tandis que depuis quelques temps, avec le réchauffement climatique, ça a certainement un rapport, on a constaté que la saison sèche a tendance à prendre le dessus sur la saison pluvieuse. Vous voyez? On n'a plus ces pluies qui sont intenses et qui empêchent les abeilles de sortir. Parce que j'ai constaté que depuis qu'on a commencé l'activité, que même quand il pleut, comme les gouttes de pluie ne sont pas tellement énormes, on voit que nos abeilles continuent à sortir quand même. Okay? On n'a plus les pluies qui empêchaient les abeilles de sortir. Du coup, ce qui fait qu'elle a de quoi manger toute l'année à Mayotte. Donc, ce qui fait que elle produit du miel juste pour anticiper les mauvaises saisons. Mais on a constaté que certaines colonies passent des fois toute l'année sans produire du miel parce qu'elles n'ont pas cette obligation. Tandis qu'en France, par exemple, comme ils ont l'hiver, toute abeille qui sort en France pendant l'hiver, cette abeille, elle meurt de froid. Ce qui fait les colonies ont l'obligation de produire du miel pour traverser toute la période hivernale. Comme elles ne peuvent pas sortir, elles ont l'obligation de produire du miel. Vous comprenez? J'ai répondu à la question. Bien. Et quelles sont les particularités des abeilles à Mayotte? Sont-elles différentes de celles en métropole et pourquoi? Bien sûr. On a notre petite abeille endémique, donc l'Apis mellifera noire, une abeille noire de très petite taille. Donc, elle est différente de celle de métropole parce que là-bas, elles ont une autre espèce d'abeilles, d'autres espèces d'abeilles qui ne sont pas noires déjà, donc, et puis de grande taille comparée à la nôtre. Donc, notre abeille, elle est vraiment de petite taille. À titre d'exemple ou d'information, donc, pourquoi là-bas, ils ont beaucoup de miel aussi? C'est tout simplement parce qu'ils travaillent. Donc, ils ont le corps de la ruche. Okay? Donc, la base, vous savez ce que c'est une ruche. Donc, là où on met les abeilles, là où les abeilles produisent leur miel. Ils ont l'abri principal. Et puis, s'ils souhaitent avoir du miel, les apiculteurs vont poser un élément qu'on appelle une grille à reine. Donc, ils vont poser la grille à reine. Donc, c'est une sorte de filet donc, solide, donc, avec des mailles qui laissent passer uniquement
les abeilles qui travaillent, les ouvrières, et qui empêchent la reine de passer dans le compartiment qui se trouve en dessus. Parce que la reine, elle est de grande taille. Et comme la reine est empêchée, ne peut pas aller dans les compartiments en dessus, ça signifie qu'on n'a pas des pontes, on n'a pas des œufs au-dessus. Du coup, les apiculteurs, à la fin, quand ils reviennent pour récolter, ils prennent juste les compartiments qu'ils ont posés au-dessus. Vous comprenez? Entre le corps de la ruche et des compartiments qu'on appelle réos ou os, on met une grille à reine qui va empêcher, une sorte de filet qui va empêcher la reine de passer pour pondre au-dessus. Okay? Du coup, à la récolte, ils viennent récupérer uniquement les compartiments qu'ils ont posés au-dessus. Vous comprenez? Ce qui fait qu'ils ont beaucoup de miel puisqu'il n'y a pas de ponte. Tandis qu'à Mayotte, nous, quand on propose la grille à reine, ce n'est pas possible parce que tout simplement, notre reine, comme elle est de taille petite comparée aux reines qui sont ailleurs, elle arrive à passer entre les mailles de la grille. Du coup, elle va continuer à pondre. Même si on a des rayons en haut, on n'a pas que du miel. On a et du miel et des pontes. Et quand c'est comme ça, nous, à la récolte, on ne le prend pas. Vous comprenez? Et puis ensuite, la particularité de notre abeille aussi est qu'elle aime des petits espaces. Nous, par ignorance, quand on a commencé l'activité, donc par rapport à nos ruches, on s'était dit, parce qu'on s'était référé dans un premier temps aux vidéos qu'on voyait sur YouTube. On allait sur YouTube, on se formait à partir des vidéos des YouTube. Donc, et nous, on était dans l'idée de proposer à nos abeilles là, des grandes ruches pour qu'à la fin, on ait des grands rayons avec beaucoup de miel. Et nous, on disait que si, avec nos ruches énormes là, si on sortait avec un rayon bien rempli à miel, on allait finir avec 10 kilos, 20 kilos, 50 kilos, vers 5 kilos sur un rayon. Mais très vite, on a constaté que nos abeilles n'aiment pas les grands espaces. Donc, en leur proposant ces ruches, en fait, on a constaté que le lendemain, elles fuyaient. Donc, on les forçait à rester dans ces ruches, mais le lendemain, quand on revenait sur place, on constatait que nos abeilles désertaient. Et pourtant, on était resté sur les mêmes dimensions que celles qui sont données sur YouTube. Vous voyez? Donc, elle produit en toute petite quantité, elle est de petite taille et elle est aussi agressive. Donc, la plupart des colonies ici ne se laissent pas faire si on intervient auprès d'elles. Donc, il y a un peu de tout ça. Et puis, elles ne produisent pas beaucoup de miel. En quoi le climat de Mayotte influence-t-il la production du miel? Tout simplement parce que nos abeilles ont du nectar et des fleurs toute l'année. Et puis, elles n'ont pas forcément cette obligation de faire du miel. Et puis, en revanche, le climat est un atout majeur pour nous qui produisons ce miel-là, parce que c'est par ce climat, donc des milieux chauds, donc milieu tropical. Donc en plus de ça, on est sur une île volcanique de très petite taille, donc 374 km², donc très petite taille, une île qui est ensoleillée toute l'année, ce qui fait qu'on a des fleurs qui s'étalent toute l'année. Ce qui fait que nos abeilles produisent du miel du début jusqu'à la fin de l'année. Et c'est ce qui va faire aussi qu'on a différentes couleurs. Donc à la récolte, des fois on constate différentes couleurs et on a une variété de goûts. Et là où, tout à l'heure j'ai parlé d'un miel exceptionnel, miel d'exception, tout simplement parce qu'il y a ce soleil, il y a ces fleurs dues au climat tropical. Okay? On a un miel qui est très parfumé,
C'est un miel qui reste en bouche. Je vous assure que si vous posez ce miel sur votre langue, il vous fait voyager. Vous allez sentir tous les arômes des fleurs butinées par les abeilles. Vous allez sentir cette variation d'arômes. Et c'est ça ce qui marque la différence avec la plupart des miels que vous allez avoir ailleurs ou bien à Mayotte même. Des miels venus d'ailleurs qui sont à Mayotte. On a un miel qui reste en bouche, un miel qui s'impose naturellement, un miel dont le sucre va venir après. Et par rapport à la question aussi, il y a 1 an, j'avais croisé une nièce au salon d'agriculture à Paris. Et à un moment donné, on a parlé des fleurs de Mayotte. Et cette nièce-là nous avait dit, parce qu'il y avait moi et des frères qui sont du projet, nous avait dit qu'elle avait réussi à planter le jasmin. Le jasmin, vous connaissez tous. Le jasmin de Mayotte, là, elle avait réussi à le planter à Paris. Et quand tu l'avais demandé, et alors, ça donnait quoi en termes de parfum? Mais tout de suite, elle nous a dit que ça n'a rien à voir, c'est parfumé, mais ça n'a rien à voir avec celui de Mayotte. Ici, le parfum est très fort. Et c'est ce qu'on a quand on goûte ce miel. En fait, en goûtant ce miel, ou en dégustant ce miel, on comprend pourquoi on dit de Mayotte qu'elle est une île au parfum. C'est ça? Mayotte, île au parfum. Donc, à travers ce miel, on peut ressentir cette valorisation qu'on a donnée à Mayotte. Monsieur Komboali, quels sont les principaux défis que vous rencontrez dans ce métier? Les principaux défis que nous rencontrons dans ce métier. Parmi les défis, c'est ça. Donc, c'est une activité qui est contraignante, mais qui demande de la passion. Et la passion, pourquoi? J'avais répondu à la question aussi tout à l'heure. C'est une abeille qui propose peu de miel. Du coup, il va falloir contourner ça en multipliant le nombre des ruches. Sinon, on ne peut pas avoir des pots de 500 grammes. À titre d'information, on a des amis à nous qui sont lancés dans le projet miel aussi depuis 3 ans. Et ça va faire 3 ans. Si vous leur demandez du miel, ils vont vous dire qu'ils ne sont pas encore prêts, ils n'ont pas encore du miel parce que tout simplement, ils n'ont pas, en termes du nombre de ruches, ils n'ont pas ce qu'il faut pour pouvoir vendre tout simplement. Okay? Donc ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et il faut mettre tout son cœur. Nous, en termes de défis, on s'était dit qu'il va falloir faire respecter Mayotte à travers ce miel. Donc si vous le voyez très joli comme ça, parce qu'on était patient. Donc, et dans notre patience, à un moment donné, on avait des miels en stock. Les gens nous demandaient d'avoir du miel. Donc, les gens nous en avaient demandé. On a refusé de vendre parce que tout simplement, on se dit qu'il va falloir faire respecter Mayotte à travers le produit. Donc, on s'est dit, il va falloir travailler le packaging, il va falloir trouver des pots adaptés pour ce miel. Donc, c'était un défi, on l'a surmonté. Donc, quand c'est sorti, la plupart des gens nous demandaient. En fait, il n'y a rien de surprenant. C'est des choses c'est une chose qui est déjà faite ailleurs. Les gens ailleurs font ça. Mais à Mayotte, ça a surpris tout le monde. Et jusqu'aujourd'hui, beaucoup de gens nous demandent si c'est vraiment nous qui faisons tout ça. Parce qu'ils ne croyaient pas. Ils ne croient pas que ça peut se faire à Mayotte. Donc là, c'était un premier défi. Donc un des défis, donc on l'a surmonté. Et puis, on s'est dit aussi qu'il va falloir faire découvrir ce miel au grand public consommateur du miel. Et ce public consommateur du miel n'est pas forcément à Mayotte. Il est ailleurs. Donc, on a fini par y arriver parce que ça fait 3 ans qu'on va à Paris pour défendre ce miel. Et tout ce qu'on amène pour vendre à Paris, aussi cher qu'il peut l'être, tout ce qu'on amène, on arrive à tout écouler. On était à plus de 100 kilos cette année.
Et on est parvenu à tout vendre avant la fin du salon. On a tout vendu. Pour vous dire, c'est un miel qui est très prisé. Et là, parmi les défis, il y a aussi l'objectif d'atteindre le marché mondial. Pas forcément le marché mondial, c'est sûr, mais aussi, surtout, faire connaître ce miel, ou bien le placer à la place qu'il mérite dans le monde. Parce que c'est un miel qui a quand même fait le tour du monde. Nous, quand on l'a découvert, redécouvert, on l'a fait voyager. Il a quasiment fait le tour du monde. Donc, on a pris des échantillons. Avant de terminer, les prix que vous avez là c'est ici 250 grammes, c'est 30 €. Et là, c'est 55 €. On a pris des échantillons. On a envoyé un peu partout dans le monde. En Amérique, donc du Sud. Partout là où on avait des gens, en Amérique du Nord aussi, Canada, donc, etc. Donc, on a fait goûter ce miel aux gens. Et c'est par rapport au retour des gens. Parce que le maître mot, c'était exception. Exception, c'est un miel exceptionnel. Un miel exceptionnel. Du coup, à partir de là, on s'est dit qu'il va falloir le placer à la place qu'il mérite dans le monde. Donc, c'est un des défis. Et puis, parmi les défis aussi, par rapport aux élèves, on est dans l'idée de montrer aux élèves de Mayotte qu'il y a beaucoup à faire dans l'agriculture. Donc, pas forcément aller faire l'agriculture avec un chombo comme nos papis il y a 10 ans, 50 ans, 20 ans, etc. Mais plutôt poser un regard sur l'agriculture à Mayotte, ok? Et ce regard qui peut mener la personne en question très loin dans son intention, ok? Donc moderniser l'agriculture et mettre en avant la qualité que la nature nous propose à Mayotte. Puisque quand je dis je vante la qualité de ce miel, en fait, ailleurs, à Paris, il y a des gens des exposants, des collègues qui vont là-bas avec de la cannelle. Le curcuma de Mayotte, que vous connaissez tous, qui pousse un peu partout. Même en dehors des champs, on a des curcumas qui poussent. Même à la maison, si vous laissez un petit bout de curcuma, ça va donner une plante à curcuma et donner beaucoup de curcuma à la fin de l'année, donc à la période de récolte. Okay? Donc, nous, c'est vraiment permettre aux élèves ou aux jeunes de Mayotte de poser un regard sur l'agriculture à Mayotte qui ne sera pas forcément la même chose que ce qui se fait ailleurs. Vous comprenez? Puisqu'ailleurs, les autres, ils ont des très grandes parcelles. Donc, si se lancent dans l'agriculture, ils se disent tout de suite qu'ils vont se faire beaucoup d'argent parce qu'ils ont, en taille, ils ont la parcelle qu'il faut. OK? Des très grandes parcelles. Quand je dis des très grandes parcelles, c'est des parcelles qui peuvent aller jusqu'à, je ne sais quoi, 60 hectares, 100 hectares, 300 hectares, voire 400 hectares et plus. OK? Pour faire de l'agriculture. Tandis qu'à Mayotte, on n'a pas ça, mais on a la qualité. On a notre soleil, OK, qui nous est d'une très grande utilité, qui agit beaucoup sur la qualité de nos produits. Donc, en termes de défis, c'est ça, quoi. Vous montrez qu'à Mayotte, il y a beaucoup à faire dans l'agriculture. Pas imposer une agriculture moderne qui va tout détruire avec des tracteurs, mais préserver ce que nous avons comme nature, tout en mettant en avant des techniques, en revenant sur les techniques de nos ancêtres, des savoir-faire locaux, et puis savoir-faire un peu modernes, sans trop dégrader non plus, qui pourront nous permettre de toucher, vous permettre surtout de toucher ce monde agricole de qualité. Donc, notamment, viser les clients de haute gamme. On a cette capacité-là. Au jour d'aujourd'hui, on est dans cette étape-là. C'est un miel qui a été médaillé à sa première participation au concours. Donc, il a été médaillé. Donc, ce qui nous reste à faire là, cette année, donc, on nous avait demandé de proposer ce miel-là au restaurant du salon de l'agriculture.
et à cause de Chilo, mais aussi par rapport à des éléments non maîtrisés aussi, on n'a pas pu le faire. Mais quand on dit le restaurant du salon d'agriculture, ça signifie que c'est le restaurant où vous avez tous les grands restaurateurs qui vont pour découvrir les meilleurs produits de France. Okay? Donc, nous, dans notre démarche, et c'est surtout là que j'aimerais que vous compreniez que si d'ici demain ou après-demain, vous mettez en tête l'idée de faire l'agriculture à Mayotte, c'est surtout là qu'il va falloir toucher plus tard pour vous. Okay? Donc, faire en sorte à ce que ces produits-là arrivent aux mains des grands restaurateurs de France et du monde. Donc, parmi les défis, pour moi, il y a ça. Donc, comment prenez-vous soin de vos abeilles et gérez-vous les maladies ou les ennemis à Mayotte? Donc, comment je prends soin de mes abeilles? Donc, ce sont mes enfants. Mes abeilles, par rapport à mon projet, ils font partie des éléments qui me sont des plus précieux. Okay? Donc, nous, par rapport au bien-être des abeilles à Mayotte, de nos abeilles à Mayotte, moi, dès que je passe quelque part et que je vois qu'il y a une plante qui attire beaucoup d'abeilles, il y a une fleur particulière une fleur qui attire particulièrement beaucoup d'abeilles, moi, tout de suite, je me dis, il faut que j'aille planter cette espèce de plante chez moi. Et moi, tout de suite, on devient fou, en fait, en quelque sorte. Donc, on est passionné, on aime les abeilles. Du coup, dès que je vois que ça attire les abeilles, je vais planter dans ma parcelle pour le bien-être de mes abeilles, puisqu'elles ne demandent que ça, avoir l'environnement qu'il faut pour pouvoir s'épanouir. C'est ce que je leur propose. Et puis, à Mayotte, on a la chance aussi d'avoir une abeille qui est, pour le moment, épargnée de tout ce qui est maladie. Okay? Du coup, on fait en sorte, avec les autorités compétentes à Mayotte, donc, puisqu'il y a eu des scientifiques qui sont venus, des chercheurs qui sont venus voir comment la santé des abeilles à Mayotte. Donc, à la fin, ensemble, donc, on a tiré comme conclusion, par rapport à leurs travaux, et donc, ils nous ont dit que pour le moment, cette abeille-là se comporte très bien, se porte bien plutôt. Donc, elle est épargnée de tout ce qui est maladie qui touche les autres territoires. Donc, nous, avec les autorités compétentes, on essaye de mettre en place tout ce qui est réglementation qui empêche notamment l'utilisation des produits apicoles qui sont utilisés, qui sont déjà produits d'occasion. Donc, en fait, là, vous ne pouvez pas voyager avec des produits apicoles déjà utilisés ailleurs. Okay? Il faut s'assurer que ce qu'on achète ailleurs est neuf. Sinon, on ne les laissera pas entrer dans le territoire de Mayotte. Donc, il y a toute une réglementation qui est mise en place pour pouvoir permettre à cette abeille de rester indemne de toute maladie. Est-il possible de vivre de l'apiculture à Mayotte et pourquoi? Moi, je dis que oui. Oui, parce que on a un miel. Pour le moment, on est au début de notre projet, puisque ça fait que 4 ans, c'est notre 5e année. C'est notre quatrième année. C'est notre 5e année par rapport à notre projet agricole. Notre 4e année par rapport, 4 ou 3, 4e année par rapport à la commercialisation du miel. Ça, c'est 55 €. Ça, c'est 30 €. Pour le moment, je ne saurais pas vous dire c'est quoi exactement la valeur de ce miel. À titre d'information, parmi les miels les plus chers au monde, il y en a qui sont vendus jusqu'à 700 vers 1000 € le kilo. Et après dégustation de ce miel, tout à l'heure, je vous avais dit qu'il a fait le tour du monde. Et il y a eu des gens qui ont dégusté ce miel et qui nous ont dit en retour que ce miel, il est mieux, ils préfèrent ça par rapport à ceux qui sont vendus, à ceux qui sont, ils préfèrent ce miel-là comparé à ces miels, les quelques miels qui sont vendus chers dans le monde aujourd'hui. Okay? Donc, pour le moment, on est là pour faire connaître ce miel au grand public. Peut-être à un moment donné, ça va passer de 55 si la demande... De toute façon, là tout ce que nous produisons
on arrive à écouler en espace de quelques mois, quelques semaines, quelques mois. Dès que nous faisons une mise en pot chez nous et qu'on lance la publicité tout de suite, et tout en sachant que pour le moment, on n'a pas un lieu de type boutique pour vendre. Tout ce que nous produisons, on arrive à écouler en l'espace de quelques semaines. Il suffit juste qu'on dise aux gens, c'est bon, le miel est là. Et au bout d'un mois, maximum 2 mois, 1 mois et demi, et tout part. Okay? Et cette fois, c'est d'autant plus que pour le moment, donc, dans notre projet, on a une personne. Donc, on a une personne, notre gérant, donc, qui est de la famille, qui ne fait que ça. Il est sur le terrain. Okay? Son travail est sur le terrain. C'est lui le gérant. Et nous, puisque nous sommes ailleurs en termes d'activité, on est là que pour l'épaule. On est là pour l'épauler. Et pour vous dire aussi que par rapport à notre projet agricole, nous sommes en train de préparer en même temps notre transition aussi. Moi, plus tard, d'ici combien d'années, je ne sais pas, parce qu'il y a eu Chilo qui est passé entre-temps. Moi, je veux arrêter, je pense. J'arrêterai d'enseigner d'ici quelques années. Je ne saurais pas vous dire dans 5 ans, dans 10 ans, mais je ne me vois pas enseigner jusqu'à la fin, puisqu'à un moment donné, j'arrêterai ça, l'enseignement, pour me consacrer uniquement à mon projet agricole. Donc, on peut vivre de ça, à condition de mettre tout son cœur, de poser une vision dans ce qu'on souhaite faire, etc. Et si, là c'est à 55 €, imaginez si vous avez 1 tonne de miel ou bien, vous vivrez, je pense que vous vivrez sans problème de ça. Donc, si vous travaillez bien, que vous arrivez à 1 tonne de récolte ou 2 tonnes de récolte, pour le moment, c'est à 55. Et qui dit que d'ici, si j'ai demandé si les Arabes viennent s'y mettre, les Américains viennent s'y mettre, tout ça, qui dit que ça... parce que si la demande est tellement forte, à un moment donné, ça passera peut-être de 55 à 100 €. Tout à l'heure, je vous ai parlé du miel de la Nouvelle-Zélande, je pense, le miel de Manuka. Ce petit pot comme ça, oui. Nous, on le fait à 30 €. Et pour Manuka, ça va jusqu'à 100 €. Un petit pot de 250, ça va jusqu'à 100 €, va même plus. Vous comprenez? Donc, les miels à 1 kg, si c'est 1 kg à 700 €, imaginez ça. Donc, 1 kg divisé, 700 divisé par 4, ça ne fait combien? Donc, c'est beaucoup d'argent quand même. Donc, en fait, il y a tout ce côté-là à travailler pour nous et pour ceux qui souhaitent se lancer dans le projet. Donc, vendre ce miel à l'échelle planétaire et puis le placer à la place qu'il mérite dans le monde. Donc, si on y arrive... Donc, je pense que ça permettra à tout le monde de voir qu'on peut bien vivre de l'activité. Donc, si j'ai vanté la qualité, c'est justement pour vous dire qu'il y a moyen de faire quelque chose pour vivre de l'agriculture à Mayotte. Parce que les gens aiment la qualité. Aujourd'hui, les gens, dans ce qu'ils consomment, ils demandent d'avoir la qualité et être sûr que ce qu'ils consomment est naturel et bio. Nous, on s'est battu pour avoir... la certification, il est bio. À partir de cette année, de quelques mois, on a un miel bio à Mayotte. OK? Donc, naturel, pendant longtemps, c'était naturel, mais là, c'est bio. Je ne sais pas si vous voyez l'importance de cet élément qui apparaît en vert, là. Donc, ça, c'est nouveau. Ça signifie qu'on est soumis à un cahier de charge. OK? Donc, vous avez déjà entendu parler du mot bio? Bio. Oui. Donc, allez vous renseigner sur bio, la certification bio. Comment l'apiculture contribue-t-elle à l'environnement? L'environnement? Oula, une très bonne question, oui. Une très bonne question. J'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y ait plus d'élèves en classe qui tuent les abeilles qui viennent sillonner, oui, dans nos salles de classe parce qu'elles ont détecté dans ce que vous avez amené dans vos sacs des éléments qui leur intéressent. Donc l'abeille, c'est à elle qu'on a donné la clé de la nature, la clé de notre planète. Pourquoi je dis que l'abeille, c'est à elle qu'on a donné la clé de la planète? Parce que tout simplement, sans les abeilles, selon les dires des scientifiques et de certains scientifiques, sans les abeilles, l'être humain n'a pas plus de 4 ans sur cette terre. Pourquoi? C'est très simple. Tout ce que nous avons comme fruits, tout ce que nous avons comme ressources, la plupart de ce que nous avons comme ressources, on les a grâce aux abeilles. J'ai une cocoterie.
Je me suis formé dans la cocoterie aussi. Je fais du croisement des pollens, des cocos. OK? Pour avoir une noix de coco, il faut des abeilles. Je pense que vous avez déjà tous vu des abeilles sur des fleurs de cocotier, n'est-ce pas? Oui? Ou bien des fleurs de manguier. Sur toutes les fleurs, quasiment toutes les fleurs, on a des fois beaucoup d'abeilles qui viennent pour butiner. Et c'est grâce à ça qu'on a des fruits. Sans les abeilles, on n'a pas de mangue. Sans les abeilles, on n'a pas de noix de coco. Sans les abeilles, on n'a pas de jacques. Sans les abeilles, on n'a pas de pommes. Sans les abeilles, on n'a pas de poires. Sans les abeilles, on n'a pas... Donc, et si on n'a pas tout ça, comment pensez-vous qu'on va vivre? On n'a pas nos fruits. Et c'est avec ces fruits qu'on produit du sucre, qu'on produit de la farine, qu'on produit... on n'a pas nos légumes. Donc, c'est une bonne partie des ressources alimentaires des humains qui va disparaître. Et ensuite, si on n'a pas ces ressources alimentaires, ça signifie que si je n'ai pas la noix de coco, ça signifie que je ne pourrai pas avoir le jeune plant de cocotier. Je ne pourrai pas avoir le plant de cocotier. Et si je n'ai pas un jeune plant, ça signifie que je ne pourrai pas avoir le cocotier. Vous comprenez? Ça sera la fin de cocotier. Sans les abeilles, on n'aura plus de cocotier, on n'aura plus de jacquier, on n'aura plus de manguier, on n'aura plus de pommier, on n'aura plus de citronnier. Vous comprenez? Et si on n'a pas tout ça, je ne sais pas ce qui nous restera à manger après, oui. Vous voyez combien cet animal est important dans l'environnement? Et ça me fait mal au cœur de voir que des fois, il y a des agriculteurs à Mayotte qui brûlent des colonies d'abeilles. Et nous, depuis qu'on a commencé l'activité, derrière, on mène toute une mission de sensibilisation auprès des gens. Toute une mission de sensibilisation auprès des gens par rapport aux abeilles, par rapport à l'importance de l'abeille dans la nature. Moi, des fois, j'arrive chez moi, à 17h, 18h, j'entends, il y a mon téléphone qui sonne. Donc, et derrière le téléphone, donc il y a une voix, donc une personne qui m'appelle, qui me dit, je vous appelle monsieur parce que j'ai entendu dire que vous faites des abeilles, c'est vrai? Oui. Donc là, en ce moment, il y a une colonie d'abeilles qui est chez moi qui dérange. Donc, soit vous venez la récupérer tout de suite, ou bien je la brûle. Vous entendez ça? Ou un agriculteur qui me dit, il y a une colonie d'abeilles qui est dans mon champ, qui dérange. Donc, soit venez la récupérer. En fait, du coup, je suis obligé d'aller sauver la colonie d'abeilles, sinon, elle sera brûlée. Donc, ça signifie que la personne qui fait de l'agriculture ne sait pas combien cette espèce est importante par rapport à son activité. Et ça, c'est très grave. Donc là, on est dans une mission de sensibilisation. On a même fait appel aux pompiers, on a alerté tout le monde là, oui. Nous, on intervient dans des écoles. Il y a 1 an, à Dzoumogné, ils ont failli ne pas finir leur rentrée scolaire, tout simplement parce que pendant les vacances scolaires, du mois de juillet, il y a une colonie d'abeilles qui est venue s'installer dans le réfectoire. Donc, il a fallu que nous, on passait pour aller récupérer la colonie. À l'hôpital, au CHM, tout le temps, on nous appelle pour dire qu'il y a une colonie d'abeilles qui est venue, ou un SN d'abeilles qui est venu s'installer. Chez les gens, on a souvent des appels pour aller chercher des colonies ou des essaims qui sont venus s'installer. Donc, c'est ça tout le temps. Donc, voilà quoi. Monsieur Komba Ali, quel conseil donneriez-vous à une personne qui veut se lancer dans l'apiculture à Mayotte? La patience. Donc, dans un premier temps, la patience. Tout simplement parce qu'on a une abeille qui n'a pas l'habitude d'être mise en ruche, premièrement. Donc, c'est une abeille qui est encore à l'état sauvage. Donc, les nôtres sont à l'état sauvage. Nous, on les a juste mises en ruche. Après, elles sont dans la nature, elles travaillent. Mais c'est la patience. Parce que ce n'est pas parce que vous avez des ruches que vous allez avoir du miel. Je vous avais dit tout à l'heure, par rapport au climat, et que notre abeille n'a pas forcément cette obligation de produire du miel. Donc chez nous, on a des colonies qui sont là
toute l'année et qui produit peu de miel, voire ne produit pas du tout de miel. Et puis, pour contourner le fait qu'on a peu de miel, donc nous, on a multiplié nos ruches. On a plusieurs ruchers, en fait. On n'est pas que sur Bandani, notre site principal. On a des ruchers quasiment dans toute Mayotte. Du nord au sud, on a des ruchers. Okay? Parce que tout simplement, une colonie, dans un environnement donné, si vous mettez trop d'abeilles, à un moment donné, il ne va plus y avoir assez de ressources pour les abeilles que vous avez emmenées. Vous comprenez? Donc, de toute façon, vous allez comprendre, vous allez voir ça vous-même. Vous amenez des ruches, vous amenez à un moment donné, vous allez constater que dans les ruches que vous avez emmenées, il y en a qui vont commencer à fuir, qui ont commencé à fuir. Et là, vous allez commencer à poser des questions. Et notamment, vous disant peut-être, il n'y a pas suffisamment de ressources pour toutes les abeilles que vous avez emmenées. Donc ça, c'est beaucoup de patience. Donc c'est pour cela qu'on a multiplié nos ruchers dans toute Mayotte. Okay? Et puis après, il faut être passionné. Il faut être passionné parce que si on n'est pas passionné, on ne peut pas avoir cette patience que j'ai évoquée. Okay? La patience et la passion. Et puis après, pousser la personne à voir très loin. Comprendre que cette abeille-là, c'est une abeille de très grande qualité. Le miel, c'est une abeille qui produit, c'est une abeille endémique qui est uniquement sur Mayotte, okay? Qui produit un miel de très grande qualité et que même les gens les plus riches au monde voudraient l'acheter. Et le pari, il est là. Vous comprenez? Le pari, il est là. Vous avez ce miel-là, il n'y aura pas beaucoup de monde qui vous diront que ce miel n'est pas bon. Nous, avant de le mettre en concours, c'était à sa première année au salon. À un moment donné, moi je n'étais pas, mais selon les dires de mes frères et sœurs, à un moment donné, en fait, ça avait fait... donc, c'était sa première participation. Donc, par bouche à oreille, à un moment donné, mes frères avaient vu toute une foule qui débarquait. Parce qu'ils avaient entendu parler de ce miel. Et c'était des apiculteurs pour la plupart. Des gens qui étaient venus au salon exposer leur miel. Ils venaient là pour leur demander, mais c'est quoi ce miel? Apparemment, vous avez amené un miel, patati patata, de Mayotte. Donc, ils ont découvert ça. Tout le monde est étonné par rapport à la qualité de ce miel. Et puis, toujours sans avoir encore l'idée de concourir l'année suivante, à un moment donné, il y avait des gens qui sont passés, dégustés. Et à la fin, ce sont ces gens-mêmes qui leur ont demandé... la première, une des personnes leur avait dit, j'espère que vous avez présenté ce miel au concours. Et quand ils ont cherché à savoir pourquoi, et c'est à la fin que la première personne, donc la première, leur a dit qu'elle est membre du jury, elle était membre du jury, et que ce miel a toute sa place dans ces concours-là. Et puis est venue une deuxième personne, une troisième personne. Et ça nous a interpellés du coup. C'est par rapport à tout cela que l'année dernière, on l'a présenté au concours du salon. Donc c'est un miel qui se vend facilement à l'international. Moi j'ai eu un monsieur, donc ce qu'il m'avait dit l'année dernière m'est resté dans la tête. Après avoir dégusté, quand il s'est mis à demander le prix, il m'a dit, cher ami, votre miel là, il est très bon. Moi, j'ai jamais goûté, de toute ma vie, jamais goûté un miel pareil. En revanche, je n'ai pas l'argent pour l'acheter. Il m'a dit ça. Toutefois, ce que je peux vous dire, allez démarcher auprès des Parisiens, je vous assure qu'ils ont l'argent. Et je vous assure qu'ils vont adorer votre miel. C'est ce que m'avait dit ce monsieur ce jour-là. Ils ont l'argent. Ils vont aimer ce miel-là. Donc, c'est tout ça, le travail qui nous reste à faire, nous, ici.
Et vous, pour ceux qui vont s'intéresser à l'activité apicole d'ici demain. Monsieur Kombali, nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions et à bientôt sur Kuba Media. Okay. Monsieur Kombali, le mot de la fin, s'il vous plaît. Le mot de la fin. Je suis très content d'être ici avec vous aujourd'hui. Je pense que vous-même, vous avez constaté le côté passionné, donc ma passion pour les abeilles. Parce que moi, dès qu'on pose des questions ou une question sur les abeilles, je parle là beaucoup. Donc, d'autant plus que vous avez là un questionnaire avec des questions qui sont très pertinentes. Donc, moi, franchement, je suis ravi d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc, après, vous êtes élève en 3e. Donc, prenez le temps de bien faire vos études. Donc, parce que ça, c'est très important. Donc, apprendre, c'est très important. Dans apprendre, c'est pas juste, c'est pour vous, mais c'est pour les autres aussi, c'est pour Mayotte. Dans apprendre, ce n'est qu'en apprenant plutôt que vous allez comprendre plus tard, vous allez mettre un sens dans ce que vous vous fixerez comme objectif. Vous allez pouvoir mettre un sens dans ce que vous fixerez comme objectif. Ce n'est qu'en apprenant que vous allez comprendre comment fonctionne le monde. Et c'est avec la connaissance, si vous avez le savoir sur le fonctionnement du monde, c'est en apprenant que vous comprendrez comment fonctionne le monde. Et si vous comprenez comment fonctionne le monde, tout ce que vous mettrez en avant comme projet pourra prendre un sens, dans ce que vous avez appris dans vos études. Moi, aujourd'hui, je ne néglite pas du tout mes études en géographie, aménagement du territoire, développement, culture et environnement. Au contraire, elles m'aident beaucoup dans ce que je fais à travers ce projet. Donc, prenez le temps qu'il faut dans vos études et ensuite, si vous lancez dans ça, mettez votre cœur, tout votre cœur, mettez de la passion et il faut être patient parce que on ne gagne pas tout de suite. On galère, il y a un temps de galère, un temps de préparation et puis à la fin, après la galère, certainement, il y a la réussite. Le résultat vient après. Merci, M. Kombali. Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions et à bientôt sur Kuba Media. Merci à vous, encore une fois. Et j'étais ravi d'avoir eu ce temps d'échange avec vous, plutôt.